Bon, ben, je vous propose de démarrer. Il y a encore quelques personnes qui nous rejoignent, mais je pense que la salle d'attente s'est vidée au fur et à mesure. Nous sommes donc réunis pour vous présenter le livre Géopolitique du luxe qui vient de paraître aux éditions Erol, un ouvrage coédité avec l'IRIS qui organise cette conférence aujourd'hui. Nous avons en conférence visio ici devant vous Bruno Lavagna et Dominique Moisy, Bonjour. qui j'espère nous entendent bien. Bruno Lavagna, qui a donc écrit cet ouvrage, est un expert international du luxe, conférencier pour le master de Sciences in Luxury de Monaco, consultant auprès des ambassades en matière de diplomatie culturelle ou sportive et expert dans le domaine du luxe. Et puis Dominique Moisy, politologue français, géopoliticien, conseiller spécial de l'Institut Montaigne, qui a été également cofondateur de l'IFRI, nous fait l'honneur d'assister à cette conférence. Bruno Lavagna va présenter son livre et puis ensuite un échange se tiendra avec Dominique Moisy qui pourra intervenir et donner son point de vue. Vous tous qui assistez à cette présentation, vous êtes invités également à pouvoir poser des questions. Vous avez au bas de votre écran un onglet questions qui s'affiche. Vous pouvez, n'hésitez pas à les poser tout au long de la conférence. Je les transmettrai aux intervenants, soit à l'issue de leur présentation, soit si elles sont pertinentes au cours des interventions, je me permettrai de leur transmettre vos questions. Donc, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat et elles seront transmises à qui de droit. Bruno, je vous laisse la parole pour présenter peut-être votre livre. Volontiers. Donc, bonjour à tous et un grand merci à l'IRIS d'organiser cette visioconférence et merci à mon très cher ami Dominique Moisy qui me fait cet honneur en tant que géopolitologue et haut diplomate de m'accompagner sur cette conférence. Donc, il faut savoir que je ne suis pas un auteur, c'est donc une commande d'Erol, puisqu'en rencontrant cette grande librairie, et en discutant, je suis passionné de géopolitique et de luxe. Et donc, la librairie Erol m'a commandé cette géopolitique du luxe. Donc, c'est un grand honneur. Et ça a été beaucoup de travail parce que c'est beaucoup d'idées que j'avais et que j'ai voulu mettre sur un papier et donc les formaliser. Et c'est vraiment ce que j'aime bien dans cette collection, puisque je suis le 12e ouvrage de cette collection. Merci aussi à Pascal Boniface, qui en est bien sûr le directeur. C'est très pédagogique. Moi, j'aime beaucoup ce côté très vulgarisé, rendre simple, essayer de rendre simple parce que tout est compliqué. Et donc, notamment à travers des cartes, à travers des tableaux, des chiffres qui permettent d'attirer l'œil et d'essayer de mieux comprendre. Donc, c'est vrai que j'ai la chance de travailler dans ce secteur depuis plus de 30 ans. Donc, le luxe, je crois que je peux dire que je connais bien, en travaillant avec des grandes maisons, mais aussi des maîtres d'art. Donc, pour moi, le luxe, c'est vraiment un état d'esprit, c'est un savoir-faire, c'est un art de vivre. Et la géopolitique, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné parce que j'aime la géographie, j'aime l'histoire. Donc, je parle 4 langues, anglais, italien, allemand. Et à chaque fois, je pense qu'il faut se pencher sur la culture du pays, du peuple, et savoir comment ils vivent, quelles sont leurs coutumes et quelles sont leurs mœurs. Donc, c'est une manière à chaque fois de mieux comprendre un pays et de s'y adapter et découvrir, de s'enrichir. Donc, géopolitique du luxe, c'est au carrefour. C'est mêler la géopolitique et le luxe, mais surtout aussi montrer l'emprise ou le thème, c'est une nouvelle relation internationale jouée par le luxe. Je pense que, évidemment, le luxe a profité de la géopolitique. Hein, quand la Chine s'est ouverte avec Deng Xiaoping en 1978, Pierre Cardin et d'autres grandes maisons se sont engouffrés dans ce marché chinois. Ensuite, l'effondrement de l'Union soviétique, eh bien, Pierre Cardin de nouveau était sur la place rouge. Enfin bref, donc le luxe, parce qu'il est novateur, il prend des risques, il sait profiter de l'ouverture de pays, parce que le luxe demande bien sûr d'avoir une stabilité politique, d'avoir un pays qui peut permettre à son peuple de vivre décemment. Et inversement, peut-être des choses plus en sourdine, peut-être moins aussi évidentes de ce que je viens de dire, c'est que le luxe, en fait, peut aussi, et j'en suis convaincu parce que je le vis,
à travers mes missions auprès de l'UNESCO, auprès de différentes ambassades de la Principauté de Monaco en Asie, en Europe, permet, parce que c'est un milieu de consensus, d'élégance, d'excellence, eh ben autour d'une bonne table, autour d'un beau concert, autour d'un sport, les Jeux Olympiques, d'allier ce savoir-faire et de réussir à avoir un compromis. Donc ça, c'est mes grandes convictions. J'ai essayé donc de les développer en 4 parties, puisque ce livre suit la trame de cette collection géopolitique. Donc, essayer de faire un flashback sur l'histoire en passant différentes régions du monde, donc de l'Asie, bien sûr, l'Europe, en faisant un focus, bien sûr, sur la France, quand même pays du Colbert, du luxe, mais aussi le UK, l'Italie. Je ne vais pas toutes les énumérer. Faute de place, je n'ai pas pu parler de Russie, d'Iran ou de Corée du Sud, mais bien évidemment, ces pays ont aussi leur place. Et ensuite, c'est de montrer que le luxe, puisqu'il est précurseur, puisqu'il est présent depuis très longtemps dans l'histoire des peuples, surfe ou anticipe les crises, donc crise sanitaire, crise générationnelle, transition énergétique, transition climatique, et puis donner des réponses, donc le côté défi et levier, en montrant que de nouveau, il y a le côté précurseur, le côté innovant, que ce soit justement dans la crise qu'on vient de vivre et qu'on vit encore sanitaire, le luxe se mobilise et essaye de donner des clés, de contribuer à cette géopolitique. Donc, je suis très heureux de pouvoir faire cette conférence. J'attends vos questions. Ce livre est un postulat en occupant une démonstration que tout est bien poli, bien consensuel, mais ouvre le débat. Ah. Oui. Ouais, le son. Pardon, je disais, excusez-moi. Ouais, moi, je n'ai pas le son là. Okay. Merci Bruno. Dominique Moisy, peut-être voulez-vous réagir à ce que vient de présenter Bruno en ouverture? Tout à fait. Je n'ai aucune légitimité à parler du luxe, sauf qu'il m'est arrivé d'intervenir pour de grandes entreprises du luxe, mais dans mon domaine qui est celui politique. Et historiquement, je suis très frappé du fait que le luxe a toujours été un instrument de la diplomatie. Au début du XVIe siècle, vous avez cette fameuse rencontre dite du camp du drap d'or entre François Ier et Henri VIII d'Angleterre, où chacun va essayer de démontrer à l'autre qu'en matière de luxe, il est incomparable. Donc, il s'agit d'une sorte de compétition, cette fois-ci pacifique, entre deux grands pays qui se veulent, la France est déjà incomparable en la matière, des acteurs du luxe. Et on est au début du XVIe siècle dans l'histoire européenne, et ça va laisser une trace. Les historiens vont être frappés par cette compétition qui a lieu au moment où il y a des tournois infiniment plus virils et musclés, où les chevaliers en armure, là encore des armures toutes plus belles les unes que les autres, d'apparat, s'affrontent. Alors, ça, c'est le côté soft power du luxe, dans ce qu'il a de plus spectaculaire. Napoléon va reprendre cela. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on appelle le style empire a pour volonté de démontrer aux monarchies d'Ancien Régime qu'en matière de luxe, qu'en matière d'apparence, la France napoléonienne n'a rien à envier aux monarchies d'Ancien Régime. Au point que ce qu'on appelle le style Biedermeier,
style dit bourgeois du début du 19e siècle en Autriche et en Allemagne est en fait une réponse au luxe napoléonien. Contrairement à ce que disent aujourd'hui beaucoup d'historiens, le Biedermeier est aristocratique. Et c'est une volonté de simplicité aristocratique par rapport aux nouveaux riches que sont les aristocrates du Premier Empire. Donc, ce que dit l'Europe d'Ancien Régime, c'est que la vraie richesse, le vrai luxe, c'est la simplicité. Reprenant en quelque sorte Marie-Antoinette au hameau de Versailles, plus c'est simple, plus c'est chic. Et justement, le nom de Marie-Antoinette me permet d'aborder une des autres dimensions du luxe, c'est le luxe et la Révolution. L'affaire du collier de la reine, qui précède de quelques années la Révolution française, a joué un grand rôle. S'agissait-il d'une désinformation, de ce qu'on appellerait aujourd'hui fake news? Y avait-il une base de réalité derrière cela? La reine a perdu en popularité quand on pouvait associer à sa personne son collier de diamants prestigieux et sa formule « s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ». Et en fait, j'ai été très intéressé de voir cette continuité aujourd'hui dans la relation entre le luxe et la géopolitique. À un moment donné, j'ai dû faire une conférence devant un très grand groupe de luxe français qui s'inquiétait de son avenir en Chine au moment où commençait une campagne contre la corruption, contre les dépenses excessives. Il ne faisait pas bon d'acheter des bouteilles de cognac qui dépassaient 5 000 € compte tenu de leur packaging en cristal. C'était un signe de richesse, de force, de puissance, de dynamisme économique. Pendant très longtemps, ça devenait soudain un signe de fragilité. La richesse, oui, mais la richesse trop ostentatoire, non. Et ce qui m'amène au sujet du luxe et de la mondialisation. Effectivement, il y a un lien évident entre ces deux réalités. Et vous avez en fait des stratégies extrêmement différentes que l'on pourrait résumer en opposant ces deux géants du luxe que sont en France LVMH d'un côté et L'Oréal de l'autre. Que dit L'Oréal? Chaque peau mérite sa crème parce que chaque peau est différente. Et je vais créer des crèmes pour des peaux asiatiques, pour des peaux noires, pour des peaux latino-américaines. Je suis conscient et d'ouverture du monde dans lequel nous vivons désormais. Eh bien, le vrai luxe, c'est que chaque femme, chaque peau, en fait, il ne faut pas, les hommes aussi sont je crois, de gros clients de plus en plus. De soins de beauté. Chaque peau a droit à sa crème. C'est la vision de l'égalité, de la diversité, dans le respect, bien entendu, de la culture de chacun. Tout à fait. Le choix fait par LVMH est exactement inverse. Que dit LVMH? Chaque femme, qu'elle vive à Moscou, à Pékin, à Washington ou à Rio de Janeiro, a droit au
au même sac Louis Vuitton, au même produit. Car ce dont rêve la brésilienne, la chinoise, la russe, c'est précisément d'avoir exactement le même modèle que la parisienne. Et donc, vous avez deux approches, deux résumés de stratégies opposées sur le plan du luxe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que le luxe est un reflet de l'évolution géopolitique. Mais est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que ma voix disparaît? Non, non, c'est bon. Vous m'entendez bien? C'est bon. Alors, le luxe, en fait, est un reflet de l'évolution de la géopolitique, mais il faut, pour le comprendre, prendre une vue historique à long terme, cyclique en quelque sorte. À partir du XVIIIe siècle, l'art européen va s'inspirer de l'art asiatique. Et l'art asiatique va commencer à s'inspirer de l'art européen. Je me rappelle en 2005, une énorme exposition chinoise à la Royal Academy of Arts de Londres sur 3 empires. La pièce clé phare de cette exposition, c'était un énorme tableau dans le style qu'on appelait à l'époque jésuite européen, dans lequel on voyait tous les ambassadeurs européens faire une queue interminable pour rendre hommage à l'empereur de Chine. Et le message, pas subliminal, mais parfaitement explicite de cette exposition, c'est demain, vous allez rendre hommage à l'empereur de Chine comme vous l'avez fait hier. 18e siècle, 21e siècle, même réalité. À la fin du 19e, vous avez des échanges très grands entre l'Asie et l'Europe sur le plan artistique, bien évidemment. Les impressionnistes sont très influencés par l'art japonais. Il suffit de se rendre dans la maison de Claude Monet à Giverny pour s'en rendre compte. Aujourd'hui encore, il y a une vraie compétition en matière de luxe entre la sophistication chinoise, japonaise ou sud-coréenne et les vieilles traditions de luxe européen. Et c'est une compétition pacifique, bien entendu, mais féroce, farouche, entre deux traditions civilisationnelles qui sont toutes les deux héritières d'une tradition aristocratique. Le lien entre la cour et le luxe est bien entendu présent. Et Bruno, dans son excellente introduction à la géopolitique du luxe, consacre 2 chapitres, un aux Médicis, un autre au Japon, pour montrer la tradition de raffinement d'une grande famille princière italienne et d'un empire japonais. Mais je crois que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il établit de la manière la plus claire, la plus indiscutable, le lien qui existe entre géopolitique et luxe, le fait que le luxe est un miroir de la géopolitique, le fait que les évolutions géopolitiques influencent l'industrie du luxe. Donc, il y a une sorte d'interaction, de dialectique qui est parfaitement mis en exergue par l'ouvrage de Bruno Lavagna. Voilà, j'ai été, en fait, moi qui n'étais que le commentateur, beaucoup plus long que l'auteur lui-même, et je vous prie de m'en excuser, mais ça traduit tout l'intérêt que j'ai attaché et à ce thème et à son traitement dans ce livre. C'est intéressant
la présentation que vous venez de faire, puisque ça rejoint exactement la question finalement que pose Pascal Boniface dans cette collection et pour cet ouvrage, qui est le luxe, nouveau terrain d'affrontement géopolitique. Vous avez parlé du luxe finalement comme une arme. Alors Bruno, vous qui avez bien étudié le sujet, quelle est la réponse à cette question? Est-ce qu'il y a un réel affrontement aujourd'hui via le luxe au niveau international? Alors, il est évident, donc merci Dominique pour votre commentaire. Je voudrais apporter quand même un complément d'information concernant les grands groupes de luxe. Vous avez raison, LVMH, L'Oréal. Je crois qu'il ne faut pas oublier d'autres très grands comme Kering, comme Richemont, et puis les grandes maisons qu'on connaît nous en France, Chanel, Hermès, parce qu'elles contribuent à leur manière et chacune a un rôle très différent. Je voudrais, ce que vous avez expliqué, j'ai travaillé chez L'Oréal, donc je connais bien, je travaille quelquefois avec le groupe LVMH, mais ce qui est emblématique, par exemple, du groupe LVMH, et je me permets de m'inscrire quand même en faux, c'est que tout le monde converge par Louis Vuitton, l'exemple que vous avez donné, mais avec une spécificité différente. C'est-à-dire que des Sud-Américains convergent vers Louis Vuitton d'une façon totalement différente de Japonais, de Chinois, et même en Europe du Nord et du Sud. Donc, on voit que la globalisation, et on va avoir, on a compris qu'il y avait un besoin de personnalisation. Donc, le produit qui peut être le même, le service va être différent, l'expérience va être différente. Et là, on revient vraiment à mon credo, c'est que chaque marque va vouloir du coup s'inspirer des us et coutumes, parce qu'un Italien résonne différent d'un Anglais, un Chinois différemment d'un Japonais, d'un Brésilien et autres. Et donc, la force de ces maisons de luxe, de ces grands groupes, c'est leur volonté de s'adapter et de comprendre ces cultures. Donc, pour répondre à votre question, Angélique, oui, le luxe, c'est clair que il y a des grands chiffres en perspective. On parle de plus de 1,3 trillion de milliards d'euros. 450 millions de consommateurs. Donc, la Chine prend un poids de plus en plus important. Donc, bien sûr qu'il y a une rivalité. Il y a une rivalité, mais où on voit bien qu'il y a de la place pour tout le monde. Parce que le luxe, comme je le conçois, et je le disais déjà, c'est chacun un art de vivre. Donc, chaque maison, chaque identité va vouloir aborder et faire miroiter la face de son… souvent, c'est une personne, hein, donc derrière Dior, c'est Christian Dior, bien sûr Chanel, c'est Coco Chanel, Louis Vuitton, on oublie trop que c'est le Maltier Louis Vuitton lui-même. Donc, à chaque fois, c'est une volonté de puiser dans l'histoire qui est plus que centenaire, quelquefois bicentenaire, et qui montre combien cette histoire a beau être très ancienne, elle a une capacité à rebondir, à s'adapter et à prendre en compte le monde dans lequel on vit. Monsieur Moïsi, j'ai l'impression que vous vouliez réagir à nouveau. Non. Alors, c'est moi qui vais poser une question, parce que n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions, vous tous qui assistez à cette conférence. Alors, je voulais juste réagir à ce que vient de dire Bruno. J'ai pris l'exemple de Louis Vuitton et de L'Oréal, tout en étant bien entendu conscient de l'existence des autres grandes maisons de luxe que je n'ai pas citées, mais qui sont évidentes et incontournables, comme Kering, comme Chanel, et on pourrait multiplier. Mais il me… Je pouvais… Il y a une mauvaise connexion. Choix, à un moment donné, frappé, il y a une mauvaise connexion là. Ouais, il y a eu une mauvaise. Vous pouvez reprendre peut-être votre phrase, on ne l'a pas bien entendue. Oui, je voulais dire simplement que je suis tout à fait conscient du fait qu'il existe bien d'autres entreprises de luxe en dehors même des maîtres de d'art, L'Oréal. hein, des artisans, des individuels. Absolument. Mais j'avais pris ces deux cas de LVMH et de L'Oréal
c'est emblématique et il est évident que les précisions que Bruno Lavagna a apportées sont essentielles pour donner une vision beaucoup plus complète et beaucoup plus poussée du sujet. Alors, on a quelques questions qui commencent à arriver dans le système d'échange. Bruno, Monsieur Moïsi, n'hésitez pas à y répondre. Selon vous, le luxe français est-il encore un outil de soft power d'actualité? C'est Charlotte Rousseau qui vous interroge sur le sujet. Alors allez-y. Si je peux juste dire une chose, je crois que, pardon Bruno, Non. une réponse vraiment géopolitique, le président Emmanuel Macron a parfaitement compris cette réalité et utilise dans sa diplomatie le luxe français. Sa réception de Poutine à Versailles en est l'illustration la plus éclatante. Il dit, je vais te traiter un peu durement peut-être sur le fond et encore, mais je vais sur la forme t'accueillir à Versailles comme Louis XIV accueillait les souverains de l'Europe et du monde, et en particulier les tsars. Donc je crois qu'il y a cette prise de conscience par le président de la République que Versailles est en soi un outil extraordinaire de la diplomatie française. La Grande-Bretagne se sert de la famille royale de la même manière. Et je sais qu'il y a une réflexion au niveau du Quai d'Orsay sur où est-ce que l'on pourrait tenir des conférences internationales de petit format dans un cadre qui évoque ce qui se passe en Grande-Bretagne. Et donc, il y a la réponse à la question, et oui, il y a un luxe à la française qui est utilisé par le pouvoir français comme un instrument de soft power incomparable. Tout à fait. Donc, j'ajouterais que Colbert a été le premier, bien sûr, et d'où le comité Colbert, à vouloir instrumentaliser l'excellence française, et c'est lui qui, sous le règne de Louis XV, a forgé cet état d'esprit et cette excellence à la française. Donc, pour rebondir sur cette question, je crois que bien sûr le président Macron en utilise, et on l'a vu aussi à Biarritz lors du G7. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas que Paris ou Versailles, mais que l'hôtel de l'impératrice Eugénie à Biarritz, où elle a adoré être en vigilature, c'était une manière de donner un autre coup de projecteur et à la France qui profite d'un patrimoine exceptionnel et qui a donc mis en exergue ces différentes facettes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que hors de France, le comité Colbert, bien sûr, mais le soft power français jouit de cette renommée internationale, on va dire déjà autour de la gastronomie. La gastronomie française, c'est une des plus connues, reconnues, patrimoine de l'UNESCO. Et donc, des personnalités comme Alain Ducasse, et je citerai la création de Goût de France, donc avec tout le jeu de mots, sous la présidence de M. Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, et Alain Ducasse, de vraiment mettre en avant les ambassades, parce qu'il faut savoir qu'on a le 3e plus grand réseau d'ambassades au monde, après les États-Unis et la Chine, et qu'on a une force donc de puissance et de présence sur l'ensemble des 5 continents phénoménale. Donc, quand les ambassades de France à l'étranger reprennent l'excellence française, notamment en gastronomie, ça a une puissance de feu exceptionnelle. Et bien sûr, le comité Colbert est derrière et bien d'autres marques. Et j'ai eu la chance d'être invité juste avant la crise sanitaire, donc par le Louvre à Abu Dhabi. Et je voulais faire aussi cet aparté. Donc déjà, quand les Émirats arabes unis ont souhaité se positionner
sur l'échiquier mondial, pas uniquement comme pétro-monarchie, comme hub aérien, mais justement avec un point focal de luxe et de culture. Ils ont souhaité avoir ce label Louvre Abu Dhabi, qui est très fort, parce que le Louvre, c'est le musée par excellence. Il se trouve qu'il est français en plein cœur de Paris, mais qui fait rêver tout le monde, avec plus de 10 millions de visiteurs annuels, un peu moins, bien sûr, avec les périodes que l'on vit. Mais donc, pour eux, c'était emblématique d'avoir le Louvre Abu Dhabi, et qui plus est, quand ils font des expositions, c'est aussi montrer leur ancrage dans le luxe. Donc, c'était 10 000 ans de luxe, avec une petite pointe un peu de patriotisme et de nationalisme, pour montrer qu'eux aussi, à travers des perles du désert, avaient leur luxe et leur savoir-faire du désert des Bédouins. Et intelligent, parce que la soft power, comme je l'ai décrit au préambule, c'est consensus, c'est compromis, c'est singularité, mais c'est volonté d'avancer ensemble, de la France, du comité Colbert, d'accompagner cette exposition et qui est venue ensuite au Musée des Arts Décoratifs sous le nom Luxe au pluriel, qui montre bien qu'on ne parle pas uniquement de luxe, mais des luxes, et chacun a son luxe selon aussi son état d'esprit, son style de vie et ses envies. C'est intéressant que vous citiez cet exemple du Louvre, parce que c'est presque une marque du luxe à la française, du patrimoine à la française, finalement, que la France a souhaité offrir et vendre. C'est pas offert, hein. C'est une bonne. Là aussi, on peut parler de géopolitique. Les Émirats payent une redevance à la France pour ce Louvre Abu Dhabi, mais c'est avec fierté. C'est du gagnant-gagnant, c'est du win-win. Chacun y trouve son compte. Les Émirats, parce que cette signature du Louvre, et Abu Dhabi pour montrer que dans les Émirats, il n'y a pas que Dubaï, il y a Abu Dhabi, qui est le Washington, hein. Vous avez bien Dubaï, qui est le New York, et qui Abu Dhabi, qui est le Washington, plus poli, plus soft power. Donc, on va avoir le musée national, l'hôpital pour les faucons, et différents types d'ouvertures culturelles, sans oublier jamais leur propre culture bédouine, du désert, arabe. Et ils fêtent actuellement leurs 50 ans. Donc, c'est un jeune État. C'est intéressant qu'on en vienne à parler de cette question de la redevance, justement, puisqu'il y a pas mal de questions sur le chat qui sont à caractère économique. On a notamment cette question qui est: quel est le poids économique du luxe à l'échelle mondiale? Vous pourriez probablement y répondre. Et quels sont les fleurons, finalement, les secteurs du luxe, les entreprises du luxe les plus importantes et leaders, et les États leaders en matière de luxe dans le monde? Alors, je vais reprendre la parole, là, je pense. Le poids économique, c'est très compliqué à chiffrer, mais en tout cas en France, qui est quand même considéré comme un des pays clés de cette industrie du luxe, ce qui est fabuleux et faramineux de voir, c'est le poids dans le CAC 40 des industries du luxe. Donc, c'est passé de 7% dans les années 2000 à plus de 29%. C'est les fameux calls. Donc, Kering, L'Oréal, Louis Vuitton, Hermès, Chanel et autres pèsent presque un tiers du PIB de la France. Donc, c'est colossal. Ensuite, en termes de fleurons, je viens de citer certaines marques, hein, bien sûr, on les connaît tous et toutes, Louis Vuitton, Chanel, Hermès, mais il ne faut jamais oublier non plus les petits, parce que c'est eux qui font notre force. Donc, les grands ateliers de France, des petites mains. Bien sûr, il faut penser à des marques comme Jean-Paul Gaultier, Pierre Cardin. La liste serait trop longue. Et chaque pays a sa souveraineté patriotique. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer dans tout un chapitre. C'est que, bien sûr, il y a les marques françaises telles qu'on les a déjà bien identifiées. J'ai eu la chance de travailler en Italie, notamment pour le groupe Ferragamo. Donc, en Italie, des Ferragamo, des Prada, des Giorgio Armani, des Gucci, des Bulgari, même si toutes ces marques, quelquefois, appartiennent à des grands groupes français, ces grands groupes français ont l'intelligence de garder leur italianité. Donc, Gucci, qui est chez Kering, Bulgari, qui est chez LVMH, gardent leur singularité italienne. Et c'est ça leur force, c'est ça qu'il faut comprendre. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui émerge du nouveau monde. Donc, j'ai envie de citer Icicle, qui s'est implanté chinois, Made in Earth, 100% RSE, éco,
tout ce qu'on peut imaginer, alors qu'on peut être aussi choqué de la position de la Chine en termes d'environnement, mais c'est aussi les pionniers en termes de protection de l'environnement. C'est tout le paradoxe chinois. Et donc, Icicle s'est installé dans un hôtel particulier 35 avenue Georges V. Vous avez bien sûr Shanghai Shang, vous avez le groupe Hermès qui a eu l'intelligence de créer une marque chinoise, Sangsha, qui est à présent en binôme avec le groupe Agnelli. Enfin bon, donc le monde du luxe bouge, sans oublier bien sûr les États-Unis. Il y a Ralph Lauren, il y a Tommy Hilfiger. Donc tout ça pour dire que chaque pays a sa marque souveraine, a sa marque identitaire. Après, pour des pays comme l'Inde, comme pour du monde arabe ou d'Amérique latine, c'est plus compliqué d'émerger au niveau mondial. Mais quand vous allez en Amérique latine, les marques Caroline Herrera, Push ou autres sont extrêmement fortes et puissantes. Donc tout ça, on rejoint, il faut comprendre l'être humain, sa culture, ses envies, ses traditions, son histoire et donc ses appétences en matière de luxe. Alors, ça rejoint une question de Louis Armand Carlier. Vous y avez répondu dans les grandes lignes, mais peut-être qu'il faut reposer celle-ci plus précisément. Justement, il nous interroge sur du fait des multiples rachats auxquels ont procédé les grands groupes français depuis plusieurs années. Est-ce que le luxe n'est pas devenu finalement un quasi-monopole français? Pas du tout. Pas du tout. La France a une position clé, évidemment, mais si on parle aussi de Rolex qui est suisse, les grands, il y a tout un chapitre dans mon livre sur cette souveraineté. Donc, évidemment, il y a la France, l'Italie, les États-Unis, la Suisse, la Chine qui est de plus en plus près. Le Japon, il ne faut pas oublier le Japon, des marques comme Shiseido et puis des marques moins connues. Non, la France a un rôle clé et puis quelquefois en France et en Europe, on est assez nombriliste sans en vouloir être offensif, mais non, il faut avoir beaucoup d'humilité comme en géopolitique et en diplomatie. On n'a pas à plaindre, on a toutes les cartes pour jouer dans ce concert des nations, c'est évident. Mais ne soyons pas donneurs de leçons parce qu'il y a un effet patriote, nationaliste et retour à mes racines, que je sois d'Asie, du Moyen-Orient, d'Amérique latine, clé. Et comme je le disais, l'a très bien expliqué Dominique L'Oréal sur cette adaptation à des peaux spécifiques, qu'on soit du continent africain, du continent sud-américain, du continent asiatique, mais ça va plus loin que ça, c'est des habitudes de consommation. Donc, chaque marque va vouloir en profiter et s'y adapter. Et c'est ça toute l'intelligence du luxe, de tout le temps se remettre en cause et d'innover. Alors justement, toujours sur cette question des équilibres internationaux politiques et comment est-ce qu'ils évoluent avec le luxe, il y a une question sur le luxe des régions plus périphériques, telles que l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne ou l'Asie du Sud-Est. Est-ce que ces luxes-là et ces maisons de luxe-là sont en croissance? Est-ce que c'est un secteur en croissance, comme finalement ces pays peuvent l'être? Elles sont d'autant plus en croissance qu'elles partent de petits socles, donc la croissance est fulgurante. Mais après, c'est clair que là, on rejoint la bagarre financière, c'est que pour avoir une présence dans des pays, ouvrir des boutiques, s'adapter. En Inde, il faut être dans des hôtels. Dans d'autres pays, il faut avoir un partenaire russe ou chinois. Donc, ça a un coût. Donc, tout le monde ne peut pas le faire. Et tout le monde n'a pas cette ambition. Donc, oui, il y a des luxes dans tous les pays, des marques, mais elles n'ont pas forcément tous les moyens d'être présentes sur tous les continents. Mais si on prend l'exemple de Sangsha, qui est très intéressant d'Hermès, donc avec le groupe Agnelli, puisque le groupe de Alcan Agnelli est rentré dans le giron de Sangsha, c'est une marque totalement chinoise dans l'origine, qui avait pour faire rêver les Chinois sur leurs us et coutumes, leurs habitudes, donc dans les matières, dans les objets, dans les vêtements, avait un besoin de reconnaissance internationale en étant présent à Londres, à Paris. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est destiné à des Chinois aisés, fortunés, qui ne sont pas que en Chine, mais pour les faire rêver et autres, ils ont besoin de voir que c'est accepté dans le monde occidental et ailleurs. Et puis, après, le next plus ultra pour des communautés européennes, sud-américaines
ou américaine, c'est d'acheter ce luxe dit d'Asie et le vrai, comme il y avait Shanghai Tang dans le groupe Richemont, et comme on voit des pépites qui sont reprises et qui sont développées. Ça, c'est toute l'intelligence d'essayer de trouver la singularité d'une marque. Tout à fait. Il y a aussi des questions sur le luxe et ce qui tourne autour, finalement, le patrimoine culturel et l'art. Il y a une question de Sylvie Portet sur existe-t-il une opposition entre le luxe et le marché de l'art? Parce que le marché de l'art, selon elle, ne semble pas avoir de rôle diplomatique directement. Alors, là, le marché de l'art spécifiquement, je ne suis pas un expert, donc ce serait difficile de vraiment m'avancer, parce que je pourrais dire des choses erronées. Mais ce que je comprends et ce que je vois, c'est que c'est un marché, oui, qui s'emballe, qui attire notamment les acteurs du luxe, parce que si on regarde les maisons Sotheby's, Christie's, Art Curial, elles sont détenues par les grands groupes du luxe. Donc oui, il y a une réelle attirance, appétence, il y a une synergie entre art et luxe. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que la culture, c'est le next plus ultra. Là, en ce moment, moi, je suis en pleine 41e conférence générale de l'UNESCO. Donc, c'est le patrimoine de l'éducation, de la culture et des sciences. La culture et l'éducation, c'est le b.a.-ba pour un être humain, pour un peuple, de s'émanciper et d'accéder à un savoir. Donc oui, c'est un vrai luxe au sens où ne parlons plus de marque et donc la culture, c'est le b.a.-ba du luxe. Alors, je vais peut-être rebondir sur cette question. Ce qui me frappe, c'est que l'art chinois, qu'il s'agisse de la peinture, de la photographie, de la sculpture, a bondi littéralement en valeur dans le monde. Comme si les acheteurs, depuis 20-30 ans, avaient parié sur la Chine et s'étaient dit on va acheter l'art chinois parce que c'est un investissement porteur. Porteur doublement. Parce que si on achète des œuvres, comme les Chinois vont devenir de plus en plus riches, ils vont nous les racheter demain, mais aussi parce qu'il va y avoir une sorte de couple formé entre l'art chinois d'un côté et la montée en puissance de la Chine de l'autre. Et sur ce plan, il y a des choses vraiment très intéressantes. Vous pouviez voir à Art Paris ou à la FIAC des artistes chinois qui s'inspiraient au départ de l'art européen et le recréaient. Il y a en ce moment, je ne fais pas de publicité, mais dans une galerie parisienne, des photographies d'un artiste chinois qui a recréé complètement, à partir de visages de Chinois, des tableaux européens. C'est une pure création, mais c'est tout à fait fascinant car le message politique est très fort. Vous vous croyez hier comme le cœur du monde, mais aujourd'hui, du monde, c'est la Chine, c'est le peuple chinois. Et avec les visages de milliers de Chinois, je reconstitue, je recompose des tableaux issus de l'art européen, italien ou flamand du 15e et du 16e siècle. Donc je crois qu'il y a un lien également entre art et géopolitique. Il y a un art qui monte incontestablement, c'est l'art africain. Alors, l'art africain a servi, bien entendu, d'inspiration à des peintres, à des géants de la peinture comme Picasso ou Braque au début du XXe siècle. Mais l'art africain est très à la mode aujourd'hui, aussi parce qu'il y a une forme de pari qui se fait sur l'avenir du continent africain. On va acheter l'art des Africains. Demain, l'Afrique aura pris un poids beaucoup plus important.
c'est un bon investissement pour moi. Donc, il y a une sorte de pari sur le futur qui se traduit également dans le domaine de l'art contemporain. Et ça va plus loin que ça. Pour répondre à la question, j'ajouterais, on parlait de patrimoine. Le patrimoine, j'ai tout un chapitre sur l'architecture, sur le luxe patrimonial. C'est-à-dire qu'on voit, et là on voit toute la liaison de nouveau avec le luxe. Nos grands architectes internationaux, hein, pas que français, il y a une réelle compétition pour marquer l'histoire. Et donc, les grands groupes de luxe font des cathédrales, font des boutiques, mais gigantesques. C'est vraiment pavillons emblématiques de leur marque et de leur savoir-faire, et font appel à des grands architectes. Le dernier en date, et ce n'est pas uniquement, c'est là toute la liaison avec culture, avec la Bourse du commerce, par exemple, de la collection Pinault, c'est l'architecte Tadao Andao. Donc, et la fondation Vuitton, c'est Franck Gehry. Donc, ce qui est très intéressant de voir, c'est que le luxe a très bien compris qu'en quittant le côté, j'allais dire, purement commercial, qui est tout à fait noble, mais pas uniquement, la culture, et en faisant une fondation soit Louis Vuitton, soit une fondation Bourse du commerce, collection Pinault, avec des grands architectes, il y avait une signature. Pour revenir au Louvre à Abu Dhabi, c'est Jean Nouvel. Pour revenir à l'Institut Montaigne, c'est Jean Nouvel. Donc, le monde arabe aime Jean Nouvel parce que, quelque part, il a su comprendre la richesse du désert. Avec au Louvre à Abu Dhabi, ce qui est très, très marquant, il peut faire 50 degrés à l'ombre. Bien sûr que ça va être climatisé, ça va être des conditions chronométriques pour les œuvres d'art, mais surtout, c'est reprendre l'exemple de la tente bédouine. Donc, la climatisation naturelle, éco-responsable, d'utiliser la mer, les vents du sable, et de faire en sorte que ça s'intègre dans le paysage local. Oui, c'est la même chose à Doha, au Qatar. Exactement. Jean Nouvel a construit un extraordinaire musée de l'histoire de l'art du Qatar à partir d'une représentation. Une rosace. Je crois d'ailleurs, sur ce plan-là, il y a le Louvre à Abu Dhabi, mais il y a aussi la collection Al-Thani qui vient d'ouvrir à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. Donc, en fait, c'est des dans On vous a à nouveau perdu. Ouais. Mais je rebondis. C'est très intéressant ce que vient de souligner Dominique, c'est que la collection Al-Thani à l'hôtel de la Marine, en plein place de la Concorde, c'est symptomatique et emblématique de ce qui se passe. C'est-à-dire que l'hôtel de la Marine revit, a été complètement revisité, c'est une merveille. Il y a le patrimoine français et de la mer, et donc de l'Empire français, ce qu'il est et ce qu'il a été sur les 5 continents, et avec un clin d'œil à cette magnifique collection de ce prince émirati. Alors, on a des questions qui se rapprochent un petit peu plus de nous et qui nous remettent sur un plan européen. Je vais réunir 2 questions en une. On vous interroge sur l'industrie du luxe en Allemagne. Est-ce que vous avez des exemples? Et notamment, Jocelyne Mouton nous demande de donner un point de vue sur le Meisterkreis, qui m'avait échappé. C'est le comité Colbert allemand. Voilà. Et aussi, on vous interroge sur s'il existe des pays comparables à la France dans leur utilisation justement de la culture du luxe en matière de soft power. Est-ce que la France est peut-être l'exemple ultime? Est-ce que d'autres l'utilisent aussi? Alors, donc la personne est très informée. Donc, le Meisterkreis, c'est l'équivalent du comité Colbert pour l'Allemagne. Et bien sûr que l'Allemagne, Deutsche Qualität pour les autos, Audi, Porsche, Mercedes, je ne vais pas toutes les énumérer, mais pas que, parce qu'il y a Hugo Boss. Donc oui, l'Allemagne, il faut sortir des carcans. L'Allemagne est juste un pays industriel il y a un savoir-faire, il y a une excellence allemande. Et là, je rebondis sur l'autre question qui est tout à fait pertinente, c'est que nous, les Français, on avait ce réseau diplomatique.
Mais il y a d'autres pays comme le Japon, comme l'Angleterre, ont un réseau diplomatique extrêmement puissant et encore plus tellement imbriqué qu'on ne le perçoit pas. Donc, le Commonwealth, par exemple, on n'a pas encore parlé du UK, nos amis du Brexit. Ils ont une puissance du feu avec cet empire du Commonwealth, c'est encore 54 États, c'est 2,7 milliards d'individus. Donc, bien sûr, chacun, l'Inde, l'Australie, ils cherchent à montrer leur autonomie, leur souveraineté. Mais ils ont encore une chef, c'est la reine d'Angleterre. Et le flegme britannique de Rolls-Royce à Burberry's, je ne vais pas énumérer toutes les marques, il est colossal. Et quand je parle aussi de géopolitique à travers le sport ou la culture, on n'a pas encore parlé de sport, mais le polo, c'est vraiment toute la finesse britannique d'adapter un sport qu'ils ont découvert aux Indes et l'adapter avec le flegme, le chicissime qui distingue un club britannique et d'en faire un sport emblématique. C'est un des plus anciens sports de l'élite où qu'on soit dans les pays, que ce soit à Santo Domingo, bien sûr en Angleterre, et évidemment dans le pays d'origine, l'Inde. Donc, il y a toute cette, la puissance du sport, on a parlé beaucoup de la culture, mais du sport, qui va être un élément géopolitique de réunir, on le voit bien avec les Jeux Olympiques, ou avec une Coupe du Monde de football, enfin bref. Et donc, à travers cette réunion sportive, les marques de luxe s'y associent, mais sont quelquefois aussi à la genèse. Hermès, dans le monde du cheval, c'est à travers des compétitions d'équitation. Donc, à chaque fois, on va trouver un écosystème, une singularité, et comme par hasard, il y a une marque de luxe qui s'est appropriée la culture, le sport et tel emblème de tel ou tel pays. Oui, j'ajouterais, on en a parlé, mais le rôle central de l'Italie, avec ses vieilles traditions des cités italiennes. On ne peut pas oublier l'Espagne, on ne peut pas oublier non plus complètement l'Autriche. En fait, quand il y a eu une vie de cour prestigieuse, il y a une industrie du luxe. Exactement. Très bien résumé. Mais quel est le point commun entre cette industrie de cour et l'industrie, enfin, entre cette vie de cour, pardon, et cette industrie du luxe? C'est les cours qui ont eu besoin d'exprimer leur puissance et donc qui ont créé et donné naissance à cette industrie? C'est la tradition de l'excellence. C'est-à-dire que on avait des artisans de très haute qualité qui travaillaient pour la cour royale. Et voilà. Et je crois que le point central, c'est le roi. Et ça se retrouve encore aujourd'hui en Grande-Bretagne. Vous avez purveyor of the Queen, le fournisseur de la reine. C'est un brevet de qualité. Donc voilà, il y avait les artisans qui bâtissaient les cathédrales et il y avait les artisans du luxe qui fournissaient les cours royales. Et dans les deux cas, il y avait un goût de l'excellence pour des raisons spirituelles d'un côté, pour des raisons plus matérielles de l'autre. Est-ce que ça signifie finalement qu'en devenant une république, on a perdu cette tradition de l'excellence? Non, parce nous sommes toujours dans ce qu'on appelle une monarchie républicaine. Donc, il y a toujours la cour en France. Il y avait une question tout à l'heure justement qui rejoignait ce point en disant que tous les présidents avant Emmanuel Macron avaient régulièrement reçu dans des châteaux nos hôtes internationaux et des chefs d'État étrangers, justement comme outil de ce fameux soft power qu'on évoque beaucoup. Il y a pas mal de remarques sur cette question de la porcelaine à la française, les châteaux français, et comment est-ce que ce patrimoine finalement d'excellence et patrimoine monarchique. Mais c'est dans un monde, dans un univers mondialisé, c'est un avantage comparatif. Et la France aurait tort
de s'en priver. Tout à fait. Il y a d'autres pays. Tout à fait. Pardon, Bruno, de vous avoir coupé la parole. Non, pas du tout. Là-dessus, je pense qu'on partage le même point de vue. La France a 360 fromages, mais a un nombre incalculable de vins et de vignobles. Et donc, ce qui est impressionnant de voir, c'est quand ces chefs d'État sont reçus en France, il y a une délégation. Et c'est exceptionnel l'engouement qu'il y a pour les visites connexes à cette visite d'un chef d'État. Donc, soit pour visiter une exposition, pour visiter un vignoble, pour visiter un atelier de confection de dentelle, pour la haute couture. Enfin, je ne vais pas tout citer parce que c'est innombrable. Ça montre bien que le luxe est partout. Ce n'est pas stigmatisant, c'est vraiment là-dessus que je veux insister. Ce n'est pas stigmatisant sur des grands groupes et des grandes marques. Le luxe est partout et les marques de luxe aujourd'hui veulent, parce qu'elles travaillent avec ces gens-là et elles veulent leur redonner toute leur légitimité. Je déjeunais pas plus tard qu'avant-hier avec Lison de Caunes, une grande maître d'art en marqueterie de paille, qui a fait travaille énormément avec le groupe LVMH, avec la maison Guerlain, avec les maisons Dior, mais pas que. Mais c'est exceptionnel de voir alors qu'elle-même a reçu ça de son grand-père, donc son aïeul, cette transmission. Donc c'est grâce à sa ténacité, grâce à son savoir-faire, qu'elle a pu reconvaincre des agriculteurs de Bourgogne pour refaire une qualité de blé et pour avoir la marqueterie de paille. Et donc, à travers ce savoir-faire, elle a réussi à relancer toute une économie. Et elle a formé d'autres artisans, d'autres maîtres d'art. Et elle en est fière parce qu'il y a ce côté transmission. Donc, ça continue et l'être humain est avide de spécificité, de curiosité, de produits, de services, d'expériences raffinées et uniques. Alors, il y a plusieurs questions qui vous sont posées sur les conséquences de la pandémie sur le secteur du luxe et le lien avec les consommateurs, notamment internationaux, pour les marques de luxe à la française ou de luxe européen. Est-ce que, d'abord, quelles sont les conséquences économiques de cette pandémie et est-ce que les consommateurs étrangers du luxe à la française ont été perdus en route ou reviennent-ils? Je ne vais pas monopoliser la parole parce que mon ami Dominique a sûrement un autre point de vue ou complémentaire. Mais ce qui a révolutionné la crise sanitaire, c'est le digital. C'est que quand on a été tous confinés, bloqués dans nos pays et chez nous, le luxe ne s'est pas arrêté. Et c'est là où c'est très pertinent et vraiment l'industrie du luxe montre toute son intelligence dans s'adapter à un secteur qui, a priori, ne lui était pas familier. Je m'explique. La quintessence du luxe, c'est la relation humaine. C'est donc accueillir un client, un consommateur, un membre, si on parle de club, dans sa boutique, dans son club. Donc, l'humain est fondamental. Il se trouve que la pandémie obtère ce lien. Donc, on ne va pas tout arrêter parce qu'on a tous besoin de consommer. Donc, l'intelligence, c'est merci la nouvelle technologie, merci le numérique. A priori, le luxe, il n'était pas favorable parce qu'on perdait ce lien. Mais toute l'intelligence, c'est-à-dire des moyens techniques. Donc, de nouveau, oui, il y a une grande cavalerie qui s'est mise en place et c'est faire bouger le monde digital. Donc, les défilés de Dior, de Chanel, d'Hermès en digital ont eu un succès phénoménal. Ça n'empêchera jamais de revenir au vrai défilé de mode in situ, à Tokyo, à Paris, à Dubaï, où que ce soit, mais le digital a été une manière de garder le lien et de continuer à consommer. Quand Hermès a réouvert sa boutique 2 mois après la pandémie à Guangdong, c'est le plus gros chiffre d'affaires qu'ils ont fait dans la même journée. Donc, le luxe a une appétence, on appelle ça achat-revanche, achat de compensation, encore plus forte, parce que bien sûr qu'on a besoin de boire, de manger, de dormir, mais dès qu'on s'est privé, on a envie de se faire plaisir. Et chacun va y trouver son bonheur. Alors, si je peux compléter le propos de Bruno par une remarque
plus sociale et économique. En fait, la crise, la pandémie a été un accélérateur de l'histoire, mais elle a aussi accéléré l'explosion des inégalités. Du fait de la pandémie, les pauvres sont devenus encore plus pauvres et les très riches sont devenus encore plus riches. Et donc, il y a bien évidemment un lien entre la richesse et le luxe. Les riches, de plus en plus riches, se sont précipités, comme Bruno vient de le dire, dans un phénomène de rattrapage. Et donc voilà, ça fait partie de la traduction de notre monde. Et c'est un problème à un moment donné. Quand on voit les images qui proviennent aujourd'hui de Madagascar, où il n'a pas plu depuis 3 ans, et qu'à ces images de misère absolue, de manque total, succède à un défilé d'une grande marque, les gens se disent oui, peut-être l'écart est trop grand. Et bien entendu, je n'entre pas dans une vision simpliste, manichéenne. Les marques de luxe n'ont aucune responsabilité dans le réchauffement climatique. Mais il y a ce problème et elles devront prendre leur part de responsabilité. Peut-être y aura-t-il, si la situation s'aggrave considérablement, un impôt sécheresse pour fournir tout simplement de quoi survivre à certains pays de la planète qui ne peuvent plus le faire. Et il apparaît juste que les plus riches participent de manière plus importante à cet impôt sécheresse mondial. Tout à fait. Et pour compléter le propos, je pense qu'il est important de savoir que les grands groupes de luxe ont conscience d'être assis sur une manne financière et ils veulent avoir la bonne conscience. Ils l'ont, bonne conscience. Donc, ils vont tout faire parce qu'ils sont mondiaux, parce qu'ils ont un réseau de logistique extrêmement puissant, extrêmement bien introduit. Donc, je vais donner 3 exemples concrets. LVMH, L'Oréal et Chanel. C'est faramineux de voir que ces 3 grands groupes français, maisons françaises, dans la crise qu'on a connue dès mars 2020, ont relayé l'État, mais au sens noble de l'État. L'État, ce n'est pas que l'État a perdu contrôle, c'est que l'État avait besoin d'une solidarité humaine, entrepreneuriale et autres. Donc, la logistique de L'Oréal, de groupes comme LVMH, a aidé un approvisionnement en masques ou faire des gels, ou Chanel de dire, nous, on ne fera pas appel aux lois pour le chômage, on va continuer à payer nos propres salariés parce qu'on a les moyens d'eux. Tout ça, c'est des exemples très nobles, très posés, très solidaires, que chacun, à sa manière, va montrer notamment à ses employés, chose fondamentale, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière l'industrie du luxe, on a parlé de PIB, mais il y a un nombre d'emplois extraordinaires, notamment en France. Donc, les salariés, c'est les premiers ambassadeurs. Et ensuite, bien sûr, le consommateur. Donc, le consommateur va se sentir rassuré, parce que vous connaissez la puissance des réseaux sociaux et autres, à acheter un produit, un service, une expérience d'une marque qui cautionne cette solidarité internationale, cette solidarité sociale, les mots qui deviennent un peu tarte à la crème, mais qui sont quand même nobles, inclusifs, RSE et solidarité. Donc oui, chacun le fait. Alors justement, je vais faire une transition parce que je rappelle qu'on parle de votre livre et qu'il y a une fiche dans ce livre sur la proximité entre la diplomatie et le luxe, et notamment sur la question du champ lexical employé. J'aimerais bien que vous reveniez là-dessus et sur la proximité des termes. Alors, merci pour cette question très pertinente parce que c'est le début de mes convictions. Donc, comme je l'expliquais, moi, je suis quadrilingue, donc je voyageais beaucoup. Et en travaillant dans le monde du luxe, on me disait, avec un rôle marketing commercial,
tu seras l'ambassadeur de Giorgio Armani, de Ralph Lauren, de Ferragamo. Non, je ne suis pas ambassadeur, je suis juste Bruno Lavagna. Oui, j'ai une éducation, des codes, mais je n'ai pas le titre d'ambassadeur. Mais ce sont des termes. Et ensuite, on voyait bien dans les publicités des fameux chocolats, le mot ambassade fait rêver parce que c'est tout de suite une réception prestigieuse, belle. Donc, ça veut dire que de façon de facto, les maisons de luxe ont adopté le code diplomatique, les mots, mais ce qui est très intéressant, c'est de façon beaucoup plus sournoise, et j'allais dire parce que c'est dans leur gène, le monde de la diplomatie a les codes du luxe en termes d'étiquette, en termes de savoir-faire, en termes de comportement, de manière de recevoir, d'envoyer un carton d'invitation. Enfin, bref. Donc, ces deux mondes n'en font qu'un sur cette approche. Et c'est pour ça que la langue, on parlait des êtres humains, est fondamental parce que dans chaque langue, les mots sont les mêmes. Ambassade, diplomatie, maison de luxe, étiquette, savoir-vivre, code, protocole, enfin, bref. Oui, il ne faut pas aller trop loin parce que nous ne sommes plus au 19e siècle ou au début du 20e siècle quand la diplomatie était réservée aux seuls aristocrates. Donc, je crois que le monde a changé. La diplomatie et le luxe est une chose. Qui pourrait exister entre le luxe et la diplomatie, c'est dangereux. Est-ce que vous m'avez ou vous m'avez perdu? On vous perd de temps en temps, mais je pense que on a entendu l'essentiel de votre réponse et le sens est parfait. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, il y a un problème de connexion. Je suis assez d'accord avec vous, Dominique. Chaque monde reste dans son précaré, mais ce que je veux montrer, c'est la connivence qu'il peut y avoir et la synergie. Alors, nous avons une question qui a été posée sur le luxe, finalement, aujourd'hui. Est-il un refuge face à l'uniformisation poussée et entraînée par la mondialisation? Est-ce que le luxe est un rempart contre la pensée GAFA? Voilà ce qui est posé comme question. C'est surtout la question de l'uniformisation, je pense, qui est intéressante. Est-ce que le luxe est un rempart à cette uniformisation? Cher Dominique, avez-vous un point de vue? Je vous laisse la parole. C'est une question très intéressante, car effectivement, le luxe, a priori, c'est l'expression de la culture nationale, de l'identité nationale. En même temps, je suis très frappé de voir l'universalisation même du luxe. Les Chinois font de plus en plus un luxe à l'européenne. Les Européens s'inspirent de plus en plus du luxe asiatique. Donc, il y a une sorte de mélange qui, me semble-t-il, est enrichissant. Alors, la question qui est posée débouche sur une autre. J'ai écrit un livre il y a quelques années sur la géopolitique des séries télévisées. Et je continue à les regarder avec attention pour comprendre l'évolution du monde. Et le plus grand succès en ce moment, phénoménal, sur Netflix, est une série sud-coréenne qui s'appelle Squid Game. Et la question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir si maintenant l'universalisme n'est pas passé à l'Est, alors qu'il était à l'Ouest. Le cinéma sud-coréen est qui devient de plus en plus une référence universelle. Jacques Audiard, grand cinéaste français, a choisi de dédier son dernier, les Olympiades,
au quartier asiatique de Paris, le 13e arrondissement. Et il a créé un environnement, un univers qui n'est absolument pas parisien, qui est globalisé, universalisé. Dans les tours du 13e arrondissement à Paris, on pourrait aussi bien être à Hong Kong, à Séoul, qu'à Paris. C'est ça qu'il veut démontrer. Donc, est-ce que le luxe permet aux cultures nationales d'échapper à un phénomène d'universalisation? La réponse doit être nuancée. Oui, a priori, la réponse est positive. Non, en réalité, la réalité est infiniment plus complexe. Dans l'identité de luxe à l'européenne, il y a aujourd'hui une partie asiatique, comme il y a dans le luxe à l'asiatique une partie européenne très grande. Mais en fait, si j'ose dire, si je voulais politiser le débat, c'est une illustration du fait que nous sommes le produit dans notre histoire d'ajouts additionnels. Quand vous faites réaliser par des institutions de recherche une étude sur votre ADN, que cette institution soit américaine ou non, vous vous rendez compte que dans votre héritage en termes d'ADN, il y a des multiplicités. En matière de luxe, c'est un peu la même chose. Oui, oui. Alors justement, vous venez de parler de cet universalisme qui se déplace à l'Est. Et on a une question d'une personne qui est elle-même artisan d'art, spécialiste de décor peint et de dorure, qui vous interroge sur le rôle de l'Inde, l'éveil de l'Inde d'un point de vue économie du luxe et géopolitique du luxe. Qu'en est-il? Alors, l'Inde est un continent à part, hein, plus d'1,2 milliard d'individus, donc c'est quand même le deuxième grand pays après la Chine, complètement à part aussi dans ses coutumes et ses manières de consommer. Donc, pour l'industrie du luxe, c'est à la fois un lieu de découverte de merveilles, les Maharajas, donc dans des textiles, des parfums, des fragrances, Guerlain, toutes les Dior, c'est inspiré des couleurs indiennes, ça c'est incontestable. Après, en fait, la complexité, c'est que les Indiens, il y a beau avoir une énorme diaspora indienne à Londres et partout dans le monde, donc ils vont être friands de marques occidentales et de leur propre marque, mais l'accès au marché indien est très compliqué parce qu'il est très réglementé. Et donc, il n'y a pas de grands malls ou de boutiques. Les boutiques des maisons de luxe, pour ne pas revenir aux maisons de luxe, c'est forcément dans des resorts, des hôtels. Donc, ça limite bien sûr qu'à Bombay, à Delhi et ailleurs, ça limite quand même le parterre de développement et à une clientèle de résidents hôteliers. On peut aller à l'hôtel, mais donc le marché en lui-même est déjà compliqué. Ensuite, de toute manière, il y a un nationalisme indien, on le voit bien avec Modi, qui fait que oui, on aime la luxure, on aime l'extravagance, on aime les belles choses, mais on a tout. Donc, de quoi a-t-on besoin de plus des autres? Parce qu'on est très fiers de son identité indienne. Une question aussi sur les perturbations géopolitiques. Est-ce qu'elles peuvent toucher les industries du luxe en termes économiques, en termes d'approvisionnement de matières premières, de marché, de main-d'œuvre? Est-ce qu'il peut y avoir des collusions justement entre les guerres géopolitiques et les conséquences pour le secteur du luxe? Évidemment, hein, parce que les grands flux de maritimes ou terrestres, l'industrie du luxe en est la première victime. Ce qu'elle essaye de développer tout en raisonnant Made in France pour des marques, c'est de pouvoir quand même essayer de produire le plus proche de certains lieux de consommation. Mais donc oui, le luxe est victime
de conflits géopolitiques, ça c'est évident. Alors, sur l'Inde, ce qui est très intéressant, c'est effectivement, et Bruno l'a très bien dit, une grande tradition de luxe indien avec les cours princières des Maharajas. Et l'Inde est sans doute, au sens strict propre du terme, le continent le plus sensuel qui existe, avec les parfums, les couleurs. Mais en même temps, il y a une tradition indienne. Et si j'ai bien compris, la personne qui posait la question avait une spécialité dans le bois et la dorure. décoration. Là, il y a une tradition indienne qui est très forte. Donc, peut-être un jour. Allô? On Oui, vous entend. Oui, c'est bon. vous m'entendez? Oui, Donc, peut-être un jour, il y aura peut-être un jour, il y aura des alliances entre artisans indiens et artisans français. Et je pense que c'est la voie. Pour un artisan français, réussir seul en Inde, il faut avoir les reins solides. tout à fait. Donc, le continent indien reste un continent à défraîchir. Alors, j'ai une question pour vous interpeller tous les deux, Très parce que difficile à pénétrer. il y a eu quand même récemment une grande affaire diplomatique au sein du secteur du luxe, qui a été la question du rachat de Tiffany par LVMH, qui a été finalement mise complètement sur la scène diplomatique et qui a eu des conséquences et des prises de position importantes. Qu'en pensez-vous en tant qu'expert de ces deux domaines, de la géopolitique et du luxe tous les deux? Dominique. Alors, je dirais que les Américains n'aiment pas quand on rachète un symbole. Au Fanny, New York, Audrey Hepburn, il y a un côté iconique. Et voir une grande marque française racheter cette icône de la ville de New York, est-ce que ça ne traduit pas le déclin relatif de l'Amérique? Et je pense qu'il faut situer cela dans le cadre du doute de l'Amérique sur elle-même. Est-ce qu'elle n'est pas en plein déclin? Et je crois que ça succède, bien entendu, au slogan de Donald Trump, Make America Great Again, rendez l'Amérique grande encore. Donc, une Amérique qui doute est une Amérique qui accepte moins bien d'être rachetée par ces petits Français qui sont quand même beaucoup plus faibles géopolitiquement, globalement, que ne l'est l'Amérique, mais qui, dans le domaine du luxe, sont sans doute plus forts que l'Amérique elle-même. Donc voilà, je crois qu'il faut voir ça, pour le coup, en termes d'émotion géopolitique et d'humiliation relative de l'Amérique à voir qu'elle peut être rachetée par une firme française. Et c'est très pertinent cette question, donc on remercie la personne qui l'a posée, parce que ça montre une fois de plus, vous allez dire que j'ai ce mot récurrent de compromis, de consensus et d'intelligence et d'adaptation, mais une marque de luxe, on a beaucoup parlé de l'Asie, de la Chine, mais dans mon livre, je le montre, les États-Unis sont toujours à 20%. Globalement, on avait l'Europe 50 et la Chine 5-10%, et 20 les États-Unis. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, basculement, 50% la Chine, 10% l'Europe, mais les États-Unis, 50%. Et on le voit, les États-Unis restent un marché de gros consommateurs de luxe, à gros moyens d'achat et pouvoir d'achat. Donc, les États-Unis sont clés pour toutes les marques de luxe. Donc, un groupe LVMH qui rachète Tiffany ne peut pas se permettre de se mettre à dos les Américains. Donc, c'est tout le soft power, c'est toute l'intelligence de Bernard Arnault. Et il faut voir que dans le même temps où ils rachetaient Tiffany, ils investissaient comme des malades dans la production Louis Vuitton locale, au Texas, sur place. Et Donald Trump, le premier, content de voir des emplois de nouveau créés
donc une activité, oui, un made in, on va dire que c'est même plus un made in France. Quand on travaille pour une marque de luxe, il y a l'identité du pays, mais quelquefois on en oublie un peu ses racines. Donc Louis Vuitton, selon où on est, on peut se l'approprier. Et l'exemple même, donc, c'est d'arriver à produire localement. C'était une des questions. Donc, en produisant localement, eh ben, on satisfait tout le monde. Emplois locaux, on oublie les problèmes de logistique et on est en direct avec la population. Qui plus est, parce que L'Oréal le fait aussi très bien, Kering, enfin bon, c'est avec un centre de recherche qui va comprendre justement, je reprends sans jeu de mots le livre de Dominique, La géopolitique des émotions, donc de ce que ont les gens, les peuples dans leur cœur, dans leur tripes. Et un Américain ne raisonne pas comme un Européen. Ça, on le voit tous les jours. Il va acheter Vuitton, il va acheter Tiffany, mais de façon différente et heureusement. Donc, on a parlé d'uniformisation, d'universalisme d'une certaine manière, mais le luxe, s'il y avait un mot-clé à retenir, c'est singularité, c'est identité, c'est unicité et c'est pour un individu. Parce que si je vais dans une soirée et que j'ai la même robe, la haute couture, c'est une robe. Si j'ai la même robe ou le même costume que mon confrère, mon collègue, mais la honte. Et moi, encore une fois, je vois à l'UNESCO ou des grandes instances internationales, c'est ce next plus ultra. J'ai quelque chose d'unique et je le porte avec fierté. Vous avez une question, je suis rassurée, je ne vous vois pas en robe à la prochaine soirée de l'UNESCO, donc ne risquez pas de porter la même que quelqu'un d'autre. Néanmoins, j'ai une question qui nous vient de l'île Maurice, où le marché du luxe est tourné sur le tourisme et sur les hôtels, je pense, de luxe, et qui s'interroge, cette personne, sur les mouvements de contestation des voyages lointains, incarné par la honte du voyage qu'on a vu émerger notamment effectivement en Suède, et qui s'interroge sur ce pays, sur l'île Maurice. Est-ce que où le tourisme est stratégique, comment est-ce qu'ils peuvent se réinventer et garder cette idée d'exclusivité, de luxe local, tout en faisant venir des gens qui auront peut-être des soucis à prendre l'avion et vivre ce moment de luxe paisiblement? Je continue à prendre la parole. Je pense que le luxe, c'est la raison. Donc, c'est très bien de pouvoir voyager, d'aller à l'autre bout du monde et en quelques heures d'avion et autres. Mais à un moment, on voit bien les limites. Et si on veut sauver notre planète, et nos jeunes, nos enfants sont les premiers mobilisés et à juste titre, il faut qu'on change nos modes de voyage, de comportement. Donc, partir pour 48 heures ou une semaine à l'autre bout du monde, en île Maurice, c'est super, mais donc, pour l'île Maurice, je pense que c'est une île exceptionnelle. Donc, pour moi, et là, ça fonctionne très bien, c'est l'excellence, c'est le haut de gamme. Donc, c'est pour des gens locaux, ou proches, depuis Dubaï, depuis l'Inde, depuis l'Afrique, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'Afrique, Dominique en a parlé, mais il y a une africanité du luxe, il y a des zones où des pays d'Afrique qui peuvent se permettre donc, de s'offrir ce luxe. Donc, ça va être toute l'intelligence de s'adapter, de montrer un tourisme responsable, qui prennent en compte leur propre climat, leur propre environnement, qui est juste extraordinaire. Donc, le consommateur d'aujourd'hui va avoir ce souci de « je veux venir, mais que mon empreinte carbone soit compensée ou soit diminuée ». Je prends aussi les exemples des compagnies du Ponant qui font partie du groupe Kering. Ça peut paraître totalement anachronique. Il faut encore des croisières en Antarctique, Arctique, mais c'est aussi une sensibilisation avec des hommes comme Mike Horn, des grands aventuriers du monde moderne. On a besoin de sensibiliser. Donc, on n'est plus en train de dire non, ne voyageons plus. C'est là où l'être humain doit être sage et intelligent. C'est voyager différemment et en prenant conscience de faire travailler des locaux, de les aider à monter en gamme,
et qu'on va consommer des produits locaux et pas importer nos boissons, nos traditions culinaires parce qu'on est à l'île Maurice. Non, on va manger local et on va s'adapter et ils ont tout pour nous offrir sur place. Merci. On a une question aussi sur la formation. Quel est le rôle des industries du luxe sur la formation des artisans? Est-ce que l'effort est suffisant? Et la personne qui pose la question dit que le réveil paraît peut-être un peu récent. Alors, de nouveau, je reprends la parole, mais Dominique, vous m'interrompez si vous le souhaitez. Non, mais oui, je ne suis pas dans mon domaine de compétences. Bon. Là. Alors, c'est à vous. C'est toujours bon de provoquer cette question et de se pencher. Sans devoir être désobligeant vis-à-vis de cette personne, ce n'est pas nouveau que le luxe forme et éduque. C'est une tradition. J'ai parlé de transmettre, de savoir-faire. Ça ne s'invente pas. Donc, on l'a eu d'un aïeul, on l'a eu familialement, ou on s'y est penché et on a trouvé le creuset, l'humus pour se former. Donc ça, c'est l'industrie du luxe parce que, comme on l'a bien compris, elle est ancestrale, elle a des années, elle évolue. Ça n'empêche pas à des luxes nouveaux de naître. Attention, d'accord. Pour revenir sur l'éducation, c'est le rôle. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est médiatiquement solidaire, inclusif, tout ce qu'on veut, mais ça a toujours existé. Donc, quand un groupe comme LVMH fait l'Institut de l'excellence, les métiers de l'excellence, quand un groupe comme Chanel fait Parafaction et d'autres, quand Hermès fait sa fondation d'entreprise, bref, on ne va pas citer tout le monde, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas l'objet. Mais on le sait, on en parle plus parce qu'on est dans un mode de médias, de communication, mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Et c'est d'autant plus vrai que quand on parle dans la haute couture aux petites mains, petites au sens noble, parce que petit égale précieux, c'est des femmes, des hommes qui ont été formés et qui ont transmis leur savoir-faire. Donc, l'éducation, la formation a toujours existé. Et une fois de plus, les grands groupes, c'est clair, ont les moyens de mettre en place des écoles, des formations pour des nouveaux entrants, pour des gens qui s'intéressent à la rareté de leur métier. Très bien. Je vais essayer de vous transmettre encore peut-être 2-3 petites questions avant que le temps soit terminé. On a une question sur le luxe français et ses investissements. Est-ce que finalement les investissements du luxe sont nationaux ou internationaux et quelles en sont les conséquences que vous avez notées? Vaste question. Donc oui, le monde du luxe est en perpétuelle ébullition. Ébullition pour dénicher des pépites, dénicher des savoir-faire. Donc, achat, vente, oui, c'est le monde du luxe, mais comme tout autre secteur, je ne pense pas que le luxe, là, ait une prédominance, peut-être plus aguerri au niveau international pour aller chercher des talents asiatiques, sud-américains. Peut-être vous pouvez prendre toutes les questions ensemble, parce qu'il va falloir que je me retire bientôt. D'accord. Il est 16h30. Oui, tout à fait, cher Dominique. Donc, il y a une volonté, en tout cas, d'aller piocher dans les talents du globe. Alors, peut-être que Dominique Moïsi, puisque vous le soulignez, l'heure est terminée. Peut-être que vous souhaiteriez conclure sur ce que vous avez retiré de cet échange et de cette discussion avec Bruno Lavagna autour de cette géopolitique du luxe. Qu'est-ce que vous en retenez des questions qui ont été posées et de ce que vous avez pu apporter comme éclairage? Dominique nous a quittés. Alors Bruno, peut-être voulez-vous conclure donc, encore une fois, c'était un grand honneur d'échanger avec Dominique. Ah, il revient. Voilà, je reviens. Voilà. Donc, d'abord, j'étais très heureux de cet échange. Je crois que la dimension du luxe est une dimension importante et pas suffisamment mise en valeur dans les questions géopolitiques. Ça paraît évident
l'entrée. Alors, on vous a... Ah, ça coupe. C'est très haché. Est-ce qu'on peut récupérer une connexion pour vous laisser conclure? Monsieur Moïse. Beaucoup des professionnels du luxe dans le monde entier. Vous m'avez perdu à nouveau. Oui, voilà, là on Alors, vous entend. il faut que je vous quitte. Et vous m'entendez? Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Il faut que je me préoccupe de la connexion pour mon webinaire prochain. Donc, je vais vous quitter, vous remercier, vous dire à quoi je suis heureux de participer à ce séminaire sur un thème qui me paraît essentiel et qui n'est que trop rarement abordé. Donc, bravo encore à Bruno Merci beaucoup. Iris et ce séminaire. Et je vous dis au revoir pendant que ma ligne est encore en fonctionnement. Au revoir, À bientôt, Dominique. au revoir. Et merci pour votre contribution. Au revoir. Au revoir. Je vous en prie. Merci. Alors, on va devoir conclure, effectivement. Oui. Bruno, je vous laisse terminer. Déjà, donc, merci à l'IRIS d'organiser cette visioconférence. Merci à Erol de m'avoir permis d'écrire. Je constate avec fierté que le débat interpelle, intéresse et qu'il est complètement d'actualité et que, comme le soulignait Dominique, côté luxe, je pense on peut toujours s'améliorer, ça c'est évident, mais on a déjà bien compris quel est l'enjeu de la géopolitique. Côté diplomatie, beaucoup de choses se font et de façon beaucoup plus informelle. Donc peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se faire de façon plus encore mieux adaptée, en synergie. Et c'est vrai qu'en tout cas, on voit bien que la géopolitique du luxe, elle est au cœur, sans jeu de mots, de notre capitale. Hier encore, j'étais au Demago et c'est clair qu'on est dans l'axe est-ouest, nord-sud, dans tous les sens du terme, de la capitale, Paris, ville lumière, de la France qui rayonne sur le continent européen et qui a encore la chance de rayonner sur cette belle planète. Donc, préservons-la et la géopolitique du luxe est là pour en donner les clés. Merci beaucoup. Merci Bruno. Désolée pour les questions que je n'ai pas eu l'occasion et le temps de transmettre. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'en savoir plus, effectivement, à lire ce livre simplifié, qui est synthétique, mais pas simpliste, avec ses 40 fiches. Vraiment très enrichissant. La géopolitique du luxe, c'est aux éditions Erol. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Merci et bonne continuation.